Maître Grazzini, bonjour Bonjour. et bienvenue dans cette émission des défis de la vérité pour François. Vous êtes l'avocat de l'IHU, l'avocat de la famille Raoult aussi. On ne vous a pas beaucoup vu sur les plateaux télévisés, beaucoup parlé. Cependant, on a vu sur les réseaux sociaux quand même beaucoup de violence. On a vu un certain nombre d'actions qui ont été menées, notamment une contre le professeur Raffi qui s'était, on va dire, emporté, on va dire, contre Didier Raoult en l'accusant de maints mots. Et dernièrement, vous avez déposé une plainte contre Madame Bic, qui s'est aussi élevée contre certaines des publications de l'IHU dépassant les bornes. Donc on ne vous connaît pas beaucoup. Cependant, en tant que professionnel du droit, ce qui m'intéressait, c'est de vous recevoir ici pour que vous nous en parliez d'un point de vue du technicien. Parce qu'en fin de compte, ça fait 12 mois que ça dure, qu'on attaque le professeur Raoult, qu'on attaque l'IHU. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'IHU est devenu comment expliquer ? Est devenu vraiment le lieu où les gens s'acharnent lorsqu'ils décident de s'attaquer à la représentation d'une forme de science qui n'est pas celle qui a été retenue de façon officielle. Voilà. Sachant que le professeur Didier Raoult aujourd'hui représente la personne à attaquer et depuis 12 mois fait l'objet vraiment d'attaques extrêmement violentes. Il y a de très 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 nombreuses attaques contre le professeur Raoult. Et contre son équipe aussi. Et bien sûr, professeur Raoult qui représente l'IHU, donc il n'y a pas que le professeur Raoult à l'IHU, il y a un certain nombre de chercheurs. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Donc on voit ces attaques, en fait on en entend parler, il y a beaucoup de bruit autour de ces attaques, mais pour vous, en tant que spécialiste du droit, il faut les caractériser ces attaques, parce que sinon il n'y a pas matière à porter plainte. Donc c'est pour ça que vous avez attendu tant de temps ? C'est pas pour ça qu'on a attendu tant de temps. L'objectif, c'est de montrer que l'IHU ne refuse pas le débat scientifique. Au contraire, le débat scientifique fait avancer les choses, la critique scientifique fait avancer les choses, et l'IHU a une position très justement scientifique. Mais lorsqu'on dépasse le débat scientifique, lorsque la critique a des conséquences autres que sur l'avancée du débat scientifique, effectivement, il n'y a pas d'autre choix que de saisir la justice pour déposer une plainte et pour dire ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc c'est ce qui s'est passé avec le professeur Raffi, par exemple. C'est ce qui s'est passé avec le professeur Raffi. Première fois où on a pu caractériser qu'il a dépassé les bornes. C'est pas la première fois, mais en tout cas, c'est là une des premières plaintes qui a abouti assez rapidement parce qu'on est passé par une procédure un peu particulière où il y a eu une reconnaissance des faits par le professeur Raffi, ce qui a permis d'accélérer très rapidement les choses. Il a été condamné et aujourd'hui, effectivement, c'est une procédure dans laquelle on a la démonstration que lorsque on sort du débat scientifique, la justice dit stop en disant effectivement ce n'est pas quelque chose qui est possible et condamne les gens. Voilà, avec le professeur Raoult déclarait, je crois, sur Twitter qu'il avait reçu un chèque, donc il l'a encaissé, ce chèque. Non, il l'a pas encaissé. Non, il l'a pas encaissé. C'est pas une recherche d'argent. C'est pas du tout pour ça qu'il a déposé plainte. C'est pour dire le débat scientifique, il l'accepte. Il répond au débat scientifique. Mais dès qu'on sort de ce débat scientifique, il saisira la justice pour mettre un holà et pour surtout que les choses ne s'aggravent pas. Parlez-nous un peu maintenant de cette nouvelle plainte, on va dire, qui, je crois, vous avez attaqué Madame Bic, qui est Elisabeth Bic, et une autre personne. Oui, c'est une blogueuse. Voilà, et qui représente le site PubPeer, c'est ça, on va dire. C'est ça, c'est une blogueuse qui se présente en tout cas sur les réseaux sociaux comme étant une redresseuse de tort scientifique, c'est comme ça que moi en tout cas je la qualifie, et qui s'est acharnée à l'encontre de l'IHU comme d'autres se sont acharnés, mais elle particulièrement, et directement et par l'intermédiaire d'une communauté qui vraisemblablement la soutient, en faisant des commentaires sur PubPeer qui est un site sur lequel
qui est un site extrêmement intéressant à la base, puisqu'il permet, il permet le débat scientifique. Il permet le débat scientifique, tout à fait. Il permet le débat scientifique. On vient faire des critiques. Mais vous n'encouragez pas, vous condamnez l'instrumentalisation, on va dire. C'est ça, tout à fait. Et l'instrumentalisation d'un site comme PubPeer qui permet ce débat scientifique, et la façon aussi dont les administrateurs de PubPeer ont géré les commentaires et les critiques qui ont été déposés par Elisabeth Bick à l'encontre des études qui ont pour origine l'IHU, le professeur Raoult et le professeur Chabrière. Donc là, en fait, on est dans une forme de rupture d'égalité, puisque sur PubPeer, il y a des publications qui sont visées, il y a une forme d'acharnement contre une personne qui s'apparente à ce que vous caractérisez comme du harcèlement. Il y a 224 études, 224 études issues de l'IHU qui ont été analysées entre guillemets par Elisabeth Bick, qui ont été critiquées, qui ont fait l'objet de commentaires sur le site PubPeer. Donc 224, c'est énorme. Il faut passer un temps dingue pour. Elle a des ressources, cette dame, pour faire toutes ces analyses. Écoutez, l'origine de ces ressources, je ne les connais absolument pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que elle met en œuvre une espèce de stratégie de harcèlement à l'encontre de l'IHU, de ses chercheurs, puisque à chaque fois qu'un commentaire est publié sur le site PubPeer, les auteurs des études critiquées reçoivent une notification de PubPeer, comme quoi il y a un commentaire qui a été déposé à l'encontre de leurs études, et ils ont la possibilité d'y répondre. Mais la multiplication, si vous voulez, des notifications, plus les notifications qui ont été faites en parallèle aux éditeurs, puisque c'est ça aussi, il y a les éditeurs qui sont visés par les notifications et qui vont donc poser des questions, demander des comptes aux auteurs des études critiquées. Et tout ça, ça fait un espèce de mélange qui rend une situation où l'IHU et ses chercheurs doivent passer un temps hallucinant à répondre non seulement aux notifications de PubPeer, et à répondre aux questions qui sont posées par les éditeurs. Donc ça dépasse la critique scientifique. Donc c'est double peine pour les IHU en fin de compte. Ils doivent déjà répondre quand ils font une publication à leur pairs. Bien sûr, de façon normale, ça c'est normal. Et là on va dire qu'il y a une deuxième salve qui arrive des années plus tard, et on leur demande de répondre à des choses qui étaient il y a... C'est ça, c'est-à-dire parfois il y a même des études qui sont datées d'une quinzaine d'années, donc il faut se replonger dans l'étude, expliquer quels sont les éléments qui ont été utilisés, les démonstrations qui ont été faites, donc c'est-à-dire pratiquement refaire intégralement l'étude. Il faut répondre aux éditeurs par rapport aux critiques, parfois totalement erronées, qui ont été déposées sur le site PubPeer. Et l'objectif de tout ça, c'est de décrédibiliser l'IHU. Ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. Autant on peut poser des questions sur telle ou telle démonstration d'une étude scientifique pour faire avancer le débat scientifique, ça c'est parfaitement légitime et c'est comme ça que la science avance, mais là on a dépassé ce niveau-là puisque ça a tourné au harcèlement. Et si vous voulez, à partir du moment où ça tourne au harcèlement, ça devient... On rentre dans le droit, on n'est plus dans la science. Enfin, en tout cas, on rentre dans l'illégalité. Mais en fait, est-ce que vous avez pu observer qu'elle faisait la même chose avec d'autres chercheurs, par exemple, ou est-ce qu'elle vise particulièrement l'IHU? Est-ce qu'il y a un traitement, on va dire... Moi, je suis là pour être transparent, pour expliquer les choses de façon transparente et technique. Oui, elle l'a fait, en tout cas, elle fait des analyses sur d'autres chercheurs, mais ce qui est fou, c'est que sur l'IHU, il y a eu vraiment une concentration sur une période assez courte, c'est-à-dire bizarrement depuis un an, c'est-à-dire depuis le début de la crise sanitaire, depuis le mois de mars 2020, avec vraiment cette concentration sur non seulement Didier Raoult, à chaque fois que Didier Raoult est signataire d'une étude, et les chercheurs qui appartiennent à l'IHU. Donc à partir de ce moment-là, on se dit il y a un choix délibéré avec certainement une pensée autre que celle légitime de la critique scientifique. Donc la critique, d'accord, quand ça devient harcèlement, c'est plus possible. C'est du harcèlement. C'est plus possible. Mais on vous a vu aller encore plus loin dans le cadre de cette plainte, puisque quelque part, c'est passé du harcèlement à, je crois, de l'extorsion de fonds ou des demandes
de fond. Si vous voulez, le harcèlement a été, et c'est pour ça qu'on a déposé plainte. Vous me posiez la question tout à l'heure, pourquoi vous pensez qu'on a mis autant de temps? En fait, on n'a pas mis autant de temps, c'est-à-dire que l'IHU a pu accepter de subir la critique scientifique. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui viennent critiquer sur PubPeer les études de l'IHU que ça pose une difficulté. La difficulté, c'est quand leur nombre et leur concentration devient importante, mais lorsque c'est ce harcèlement, ce mode de harcèlement, est une étape à une autre infraction. Et lorsque Madame Elisabeth Bick dit en substance... pourrais vous reporter à ces tweets, à des tweets qui sont sur Twitter, sur le réseau social Twitter. Mais dit en substance, moi, j'arrête de faire de la critique des études de l'IHU si soit vous m'embauchez pour que j'analyse les études de l'IHU, soit vous pouvez même me financer. Là, on tombe dans une tentative de chantage. Et si on peut penser que le harcèlement porte une atteinte et peut être considéré comme de la violence, c'est plus du chantage, c'est plus une tentative de chantage, on passe un cran au-dessus sur une tentative d'extorsion, puisque l'extorsion nécessite de la contrainte ou de la violence. Voilà. Mais c'est la contrepartie financière qui entraîne cet élément. Bien sûr, c'est la demande de contrepartie. C'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il s'agissait d'une tentative de chantage, d'une tentative d'extorsion. On verra ce que le parquet, le procureur de la République va décider, puisqu'il n'est pas lié par les qualifications que j'ai pu donner. Mais les faits sont ceux-là. De façon très objective, les faits sont ceux-là. On a pu faire constater. Et surtout, c'est là où je veux vous démontrer qu'il y a une difficulté. À partir du moment où les critiques sont basées sur des qualifications scientifiques, pas de difficulté. Mais lorsque sur les commentaires qui sont déposés par Madame Bick sur le site PubPeer, les critiques qu'elle publie dépassent, enfin en tout cas ne sont plus dans le carcan ou dans le cadre scientifique, ça pose aussi une difficulté, et c'est aussi la démonstration que l'objet de sa critique n'est pas pour faire évoluer la science, lorsqu'elle vient qualifier les études, 25 des études issues de l'IHU, de néocoloniales. Le terme néocolonial, évidemment, ne peut pas être considéré comme une critique scientifique, ça fait avancer quoi, où, comment, on est en dehors de ça. Et la raison pour laquelle on a décidé aussi d'attaquer le site PubPeer, en tout cas un des administrateurs du site PubPeer, M. Barbour, c'est parce qu'il est censé y avoir une modération, que d'ailleurs on peut le voir lorsqu'on publie sur le site PubPeer une critique qui n'est pas scientifique, eh bien immédiatement le modérateur intervient pour faire disparaître cette critique-là. Là, sur 25, il y a eu au moins 25 publications de critiques et de commentaires de Madame Elisabeth Bick qui vient traiter les études, qualifier ces études de néocoloniales. On n'est plus dans l'objectif du site PubPeer, et c'est encore une fois la démonstration non seulement du harcèlement, et que ce harcèlement participe d'une autre stratégie plus grande qui est celle du chantage ou de la tentative de chantage, voire celle de l'extorsion. Et il y a une audience qui est prévue, comment ça va se passer, on va dire? On a déposé une plainte, on a vraiment mis cette situation entre les mains de la justice. Voilà, on attend que le procureur de la République fasse son enquête. C'est lui qui nous dira est-ce que oui ou non ces faits sont constitutifs d'une infraction. Mais c'était important de dire nous acceptons, enfin quand je dis nous, c'est l'IHU accepte la critique scientifique et acceptera systématiquement la critique scientifique. Et toutes les personnes qu'elle a décidé d'attaquer, parce que si vous voulez, l'IHU fait depuis un an l'objet de critiques multiformes, protéiformes et en grand nombre. Donc si vous voulez, si on devait attaquer tout le monde, ça serait pas possible. Mais tant que ça reste dans le débat scientifique, aucune difficulté. Si ça dépasse le débat scientifique, l'IHU a décidé de se défendre en déposant plainte, en saisissant systématiquement le procureur de la République, et ça a été le cas concernant Madame Elisabeth Bick lorsqu'elle a dépassé ses bornes en faisant une demande de financement ou de contractualisation concernant les analyses ou les commentaires qu'elle va faire. Juste une dernière question. Donc, l'IHU, on a vu, on va dire, beaucoup de supporters de l'IHU qui se sont posés des questions. Est-ce que l'IHU allait contre-attaquer? Quand est-ce qu'ils allaient contre-attaquer? Qui ont poussé un petit peu. Donc, vous ne poussez pas, on va dire, à la consommation du droit. Vous poussez au dialogue scientifique d'abord et après à la science du droit. L'IHU pousse au dialogue scientifique.
l'IHU fait appel à la justice lorsque justement, c'est ce que je venais de vous dire, lorsque justement on dépasse ça. Et surtout, il ne faut pas galvaniser les troupes. L'idée, c'est pas encore une fois, c'est pas d'opposer les gens les uns par rapport aux autres. Encore une fois, c'est de faire évoluer le débat scientifique. Des propositions sont faites, des études sont publiées, des recherches importantes de qualité sont issues de l'IHU. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître absolument et ne pas toujours mettre une étiquette. C'est très facile, c'est des choses qu'on fait beaucoup. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout. On sent dans votre discours une grande rigueur scientifique, même dans l'approche du droit. C'est comme ça que vous aimeriez vous décrire. C'est pour ça que je viens. Mon objectif, c'est pas de venir sur les plateaux télé ou c'est pas de faire de la médiatisation pour répondre à la médiatisation. Non, c'est pour dire voilà, nous avons des faits, ils sont qualifiables pénalement et on verra ce qu'en pense la justice. Écoutez, Maître Graziani, je vous remercie de nous avoir donné autant de votre temps aujourd'hui, ce défi de la vérité, et donc au plaisir. À bientôt. Au revoir.